Bonjour à tous. Donc je vais devoir refaire mon speech, mais vous savez, c'est ce qu'on dit, hein, travailler, enfin faire et refaire, ce n'est que travailler. Donc là, bonjour à tous, bienvenue à cet atelier hydrogène avec cette thématique, donc l'hydrogène, défis et perspectives d'une filière en plein essor. Donc moi je me présente, je suis Fala Liu, responsable sectoriel industrie au sein de la direction de l'innovation chez BPI, en charge des sujets hydrogène et composites. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir nos chers invités, donc Madame Aurélie Barbeau, grand reporter énergie et industrie durable chez l'usine Nouvelle, Monsieur Nicolas Champtier, donc directeur général d'IVIA, bienvenue, Monsieur Augustin Guillemot, donc vice-président hydrogène énergie, donc chez Air Liquide en Europe, donc du sud et de l'ouest, bienvenue. Monsieur Raphaël Pourret, donc de chez Forvia, directeur stratégie communication marketing, donc c'est sur la branche hydrogène de Forestia, donc FHS, et Monsieur Simon Pujot, donc de chez France Hydrogène, qui est aussi voilà, notre partenaire sur cet atelier, donc responsable des relations institutionnelles. Donc bienvenue. Donc l'hydrogène, une thématique assez diverse, assez large. Je n'y reviendrai pas dans ce contexte donc, de réduction des émissions des gaz à effet de serre à horizon 2050. Donc ce vecteur énergétique qui promet plein de choses. Donc plusieurs États, donc je l'ai rappelé tout à l'heure, se sont engagés à travers plusieurs stratégies pour pouvoir soutenir la filière. Donc on espère que cet événement, ces échanges que vous aurez avec nos chers invités, vous permettront d'éclairer, mais aussi d'animer l'écosystème, parce que l'écosystème en a grandement besoin. Merci à tous. Donc je te laisse la parole. Merci et je beaucoup, Fan. Bonjour à tous, donc, je suis Aurélie Barbeau, je suis la journaliste énergie de l'usine Nouvelle. Je vais animer cette table ronde. Merci à tous nos intervenants et merci à vous d'être présents aussi nombreux. L'hydrogène, c'est une filière qui est partie très très vite. À partir de 2020, vraiment un départ en trombe à partir du moment où il y a eu des grands plans en France et en Europe de plusieurs milliards mis sur la table pour développer des filières et tout un écosystème pour remplacer les énergies fossiles. Surtout la composante là où on ne peut pas électrifier, il faut quand même le rappeler. Il y a eu un soutien très fort, notamment en France, au développement des équipementiers, la France voulant devenir un champion industriel de l'hydrogène. Ça a plutôt bien marché. Cette année, on a inauguré, je ne sais pas, 6 usines. Entre l'année dernière et cette année, 6 usines, voire jusqu'à certaines appelées Gigafactory, même si elles n'en ont pas encore tout à fait la puissance. Malheureusement, on a quand même le sentiment cette année que la filière et le développement de cette filière marquent le pas. En cause, il ne faut pas se les cacher, des problèmes de passage à l'échelle, un peu de technologie, notamment des électrolyseurs. Et il y a aussi un manque de soutien public à la production d'hydrogène vert en France, en tout cas avec des mécanismes qui se font attendre, mais aussi au soutien du développement des usages de l'hydrogène, notamment dans la mobilité. Et on va en parler avec nos intervenants aujourd'hui. En France, en 2030, la France n'atteindrait que 17% de ses objectifs de production. Ce n'est pas forcément le cas chez nos voisins européens. Et avec nous, on a la chance d'avoir Simon Pujot de France Hydrogène, qui, au-delà d'être partenaire de la table ronde, c'est surtout l'association qui rassemble tous les acteurs de la filière en France, qui est en lien avec son homologue au niveau européen, qui maîtrise très très bien le sujet. Et donc Simon Pujot, donc vous êtes responsable des relations je n'ai pas mis à jour, des relations institutionnelles de France Hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous dresser rapidement un panorama d'où on en est du développement de la stratégie hydrogène bas carbone française et des 9 milliards qui ont été annoncés entre 2020 et 2021 pour développer cette filière? Bonjour à toutes et tous. Vous avez déjà très bien résumé dans votre propos introductif, c'est-à-dire qu'en septembre 2020, la France a lancé en avance de phase par rapport aux autres États dans le monde, aux autres États en Europe, une stratégie nationale hydrogène qui se veut intégrée et qui repose sur 2 jambes. C'est-à-dire, la première, c'est de construire une chaîne de valeur de fabrication des équipements clés
des technologies clés de l'hydrogène, des électrolyseurs, des réservoirs et des piles à combustible pour la mobilité, et jusqu'aux véhicules pour la mobilité par exemple. Et on a sur ces équipementiers des beaux représentants autour de la table. Et la deuxième jambe, c'est de lancer en France une production d'hydrogène compétitive, particulièrement par électrolyse. On a un avantage certain avec notre mix électrique déjà décarboné. Et à partir de cette production d'hydrogène compétitive, développer les usages. Et ces deux jambes, elles se répondent. L'une ne marche pas sans l'autre ou alors en boitant. C'est-à-dire que ces grandes usines que l'on développe sur les équipements clés, sur toutes les technologies clés, elles ont besoin d'un marché d'amorçage pour se développer, se mettre à échelle et demain adresser durablement des marchés à l'export et faire des équipements hydrogène une filière française d'excellence pesant positivement pour la balance commerciale française. Et donc, sur l'état de la stratégie nationale hydrogène, on a énormément avancé sur cette première jambe. L'État a investi stratégiquement à travers, désolé pour l'acronyme barbare, mais l'IPCEI, c'est un outil européen permettant de financer ces gigafactories. Et on a mis en service des gigafactories d'électrolyseurs, d'équipements clés. Tout ça sort de terre aujourd'hui. Et ce qu'il manque désormais, c'est comment est-ce qu'on lance cette production d'hydrogène compétitif qui alimente des usages à la fois dans l'industrie et dans les mobilités, donc carburant de synthèse pour l'aérien et le maritime et mobilité routière lourde et intensive. Est-ce qu'on a une idée de combien d'argent a été engagé pour financer cette première phase de développement des gigafactories d'équipements pour l'hydrogène ? Sur l'IPCEI, on est environ à 3 milliards d'euros. La première vague était avec 10 gigafactories, était la plus importante, avec 2,1 milliards. Désormais, on est à peu près 3 milliards d'euros. Avec les autres leviers de soutien qui ont été mis en œuvre, on est environ à 4,5 milliards. Désolé, je n'avais pas vu pour le micro. Et le gros du soutien qu'il manque, c'est justement ce mécanisme de soutien à la production par électrolyse qui représente 4 milliards d'euros et dont on attend encore le lancement. Alors, est-ce que la situation française est identique à celle de nos voisins européens, ou est-ce que certains avancent plus vite ou différemment ? Et pas tout à fait identique, dans le sens où on est parti en avance et nos voisins, partis après donc, ont engagé les dispositifs de soutien pour développer la production et les usages, ou alors sont en train de les engager. Donc on s'est fait rattraper, voire on a pris du retard sur certains, allemands, espagnols. C'est un retard qui est tout à fait rattrapable, mais il va falloir aller vite. Aller vite, ça veut dire engager les dispositifs de soutien structurants qui étaient prévus dans la première stratégie nationale hydrogène, mais également doter l'ensemble de la filière, des acteurs de la chaîne de valeur d'un cap clair. C'est la révision de la stratégie nationale hydrogène qu'on attend depuis un peu plus d'1 an désormais. On espère que d'ici la fin de l'année, on sera enfin doté de cette stratégie révisée. Donc un cap clair et les outils de régulation et de programmation qui vont avec, je pourrais développer. Et on a le sentiment qu'en fait, avec ces retards, on risquerait de voir débouler des électrolyseurs de Chine et de l'hydrogène décarboné des États-Unis. Est-ce que ces deux pays sont vraiment en avance ou est-ce que leur stratégie différente va pénaliser le développement de la filière en Europe et en France ? Alors, de l'hydrogène décarboné des États-Unis, quelques doutes, parce qu'ils ont déjà fort à faire avec leur marché intérieur. Ils vont très vite, mais il y a d'abord ce qu'ils ont à faire chez eux, et leur intérêt, c'est d'ailleurs de transformer industriellement cet hydrogène chez eux, avant de l'exporter à l'Europe. En revanche, les électrolyseurs chinois sont effectivement une vraie menace, en quelque sorte, pour la filière française et européenne, en fait, d'électrolyseurs, s'ils inondent le marché et empêchent aux équipementiers européens qui ont été soutenus de réaliser l'apprentissage technologique nécessaire au départ, ainsi que les premières économies d'échelle qui leur permettront de réduire leurs coûts. Ça, derrière, c'est politique, c'est pas uniquement industriel, c'est comment, et nos partenaires chinois et américains ont très bien compris le jeu, c'est comment est-ce qu'on s'assure d'un marché de naissance pour nos technologies clés européennes, et notamment les électrolyseurs, qui soient en quelque sorte protégés. Et c'est notamment un premier pas a été franchi récemment avec la deuxième enchère de la Hydrogen Bank, donc un mécanisme de soutien européen à la production d'hydrogène, qui va pas interdire, mais de manière détournée quand même, l'utilisation d'électrolyseurs chinois. Ne pas subventionner ces électrolyseurs-là pour laisser une rampe de lancement à nos équipementiers européens qui ont été soutenus. Je peux vous demander par quel mécanisme est-ce qu'ils vont bloquer l'entrée des électrolyseurs chinois ?
C'est un critère d'éligibilité qui dit que pas plus de 25% des électrolyseurs d'un projet candidat ne doivent être d'origine chinoise. Et puisque généralement on source les électrolyseurs sur un seul équipementier pour un projet, ça revient à une interdiction. Alors, concernant justement ce volet production d'hydrogène bas carbone, il y a des acteurs majeurs, des grands énergéticiens, à commencer par Engie, quand même le leader du gaz en France et dans le monde, qui a annoncé au début de l'année repousser de 5 ans ses objectifs de production d'hydrogène, donc de 2030 à 2035. Pour mémoire, ils annonçaient pour installer 4 gigawatts de capacité de production d'hydrogène vert dans le monde. La raison invoquée est double. D'abord, un problème de passage à l'échelle des électrolyseurs, comme je le mentionnais au début, et puis surtout le manque de clients. Voilà. Il n'y a personne pour acheter cet hydrogène, en tout cas pas au prix auquel il serait vendu par une production par électrolyse, donc à partir d'eau et d'électricité décarbonée. Je reste encore avec vous, Simon Pugeot. Est-ce que c'est ces objectifs? Alors la France, pour mémoire, voulait installer 6 gigawattheures de capacité d'électrolyse en France en 2030. L'Europe, au global, visait 20 gigawatts de capacité, 10 gigawatts installés en Europe et d'importer l'équivalent de la production de 10 gigawatts de l'international pour décarboner son économie. Est-ce que ces objectifs sont réalistes et est-ce qu'ils sont tenables? Alors, côté européen, juste, c'est une autre métrique qui était utilisée, c'est des mégatonnes d'hydrogène, pas des gigawatts, et donc ça fait plus que 20 gigawatts au total. Désolé. Sur les objectifs européens, donc ce 2 fois 10 mégatonnes, 10 produits sur le territoire européen par électrolyse et 10 importés sous forme d'ammoniac, de carburant de synthèse, éventuellement d'hydrogène pur dans des tuyaux, mais d'ici 2030, ça paraît difficile de les avoir développés. Ces objectifs-là, ils ont été sortis, publiés dans un contexte qui était littéralement explosif, puisque c'était 3 mois après le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine. Il y avait un objectif derrière ça d'envoyer un grand signal sur la sortie des énergies fossiles par l'Europe, ou en tout cas sa réduction très rapide de l'usage. Peut-être qu'ils ont été surdimensionnés, c'est même probable. Mais toujours est-il que le signal politique, il était là. Et ce signal politique, ces chiffres-là, qui n'ont pas une force contraignante, ils ont permis d'alimenter vers plus d'ambition les négociations qui étaient en cours à ce moment-là sur le grand paquet climat européen appelé Fit for 55 dans le jargon. C'est-à-dire que l'Europe a une approche assez unique et qui est une chance, elle doit être concrétisée, on doit transformer l'essai, mais approche unique au monde sur l'hydrogène qui est de pas uniquement viser une subvention de la production, mais également de structurer la demande par la régulation, en fixant des quotas de carburant de synthèse dans l'aérien, des cibles de réduction d'émissions dans le maritime, des cibles d'utilisation d'hydrogène renouvelable et non fossile dans l'industrie. Et toutes ces cibles-là qui étaient déjà en négociation au déclenchement de la guerre, parce qu'il y a eu ce plan REPowerEU qui a effectivement sorti des chiffres très élevés, on n'est pas allé à ces chiffres très élevés, mais on a pu relever les cibles et augmenter l'ambition générale de l'Europe sur le sujet. Donc ça reste quand même positif. Il y a un côté très performatif dans la politique. Sur les chiffres français, 6,5 gigawatts à 2030 et vraisemblablement 10 gigawatts à 2035, c'est ce qui avait été proposé. Ils sont encore valides si l'on met peut-être la parenthèse du 6,5 gigawatts à horizon 2030. Et par contre 10 gigawatts, voire 11 gigawatts fermes en 2035. Et les analyses de RTE, le scénario de référence de RTE qui a été publié en juillet, confirme complètement ces éléments avec concrètement à 2035 les capacités vues à la fois par l'État, par France Hydrogène et par RTE sont convergentes. Et c'est vraiment cet horizon 2035, 10 à 11 gigawatts qu'il faut viser aujourd'hui. Alors, juste pour une précision, RTE, c'est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. C'est celui qui assure l'équilibrage offre-demande sur l'électricité et qui gère le réseau de transport haute tension en électricité et qui a publié en plusieurs phases, mais une grande étude prospective des besoins
électrique à l'horizon 2050, avec un certain nombre de scénarios sur l'offre, la demande, en tout cas ce qu'il faudrait comme outil de production, quelle serait la consommation et aussi le développement des technologies, dans lequel ces scénarios prenant en compte notamment le développement et l'électricité nécessaire pour produire de l'hydrogène. Enfin, merci pour la précision. C'est pas pour vous, parce que vous savez, c'était pour... mais oui, je pensais pas la faire. On va rentrer un tout petit peu justement dans le concret avec vous, Augustin Guillemont. Vous êtes vice-président hydrogène et énergie d'Air Liquide en Europe du Sud et de l'Ouest. Est-ce que vous pouvez vous êtes donc un acteur des gaz de l'air, donc et de l'hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous dire où en est Air Liquide de ses projets de production d'hydrogène vert en France notamment? Oui, merci. Bonjour à tous. Juste en un mot, peut-être effectivement rappeler, Air Liquide, c'est un leader des gaz, technologies, services pour l'industrie et la santé, mais plus spécifiquement dans l'hydrogène. En fait, ça fait 60 ans qu'on travaille dans l'hydrogène parce que l'hydrogène, c'est une molécule qui est utilisée dans le spatial, par exemple, ou le raffinage depuis très longtemps. Donc effectivement, vous disiez tout à l'heure, 2020-2021, l'histoire de l'hydrogène a commencé. Pour nous, ça a commencé il y a pas mal de décennies, où on a développé justement une expertise dans la production, le stockage, le transport et la distribution de l'hydrogène. C'est aussi avec cette expérience-là qu'on s'est forgé la conviction que l'hydrogène a un rôle majeur à jouer dans la transition énergétique. Alors est-ce que ça va décarboner tous les usages? C'est pas du tout ce qu'on pense. Par contre, on pense que sur certains usages spécifiques, l'hydrogène a des avantages qu'il faut qu'on utilise. C'est le cas. Merci. C'est le cas de la mobilité. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est le cas de la mobilité et dans certains, pas toute la mobilité, certains cas d'usage de la mobilité sur des flottes intensives ou sur des poids lourds. Je pense qu'on y reviendra un petit peu après. C'est aussi le cas sur certains secteurs de l'industrie qu'on ne sait pas nécessairement décarboner autrement. Et cette combinaison aussi mobilité-industrie, pour l'illustrer et répondre à votre question, je pense que ce qu'on fait en Normandie en ce moment, Air Liquide, c'est un cas que je trouve assez intéressant parce qu'on est en train de construire un des plus grands électrolyseurs d'Europe. Si vous allez, c'est à quelques kilomètres du Havre, c'est du port du Havre. Si vous y allez, vous verrez une usine qui est en train de sortir de terre, qui commence à prendre forme. Le chantier, il est lancé et dans moins de 2 ans, on aura un électrolyseur de 200 MW qui produira de l'hydrogène renouvelable et bas carbone. Donc c'est à peu près 30 000 tonnes d'hydrogène par an qui seront produites depuis notre usine en Normandie. Et cet hydrogène, il alimentera à la fois des usages mobilité et on fournira cet hydrogène autour de la Normandie, mais aussi sur tout l'axe Seine et jusqu'en Île-de-France, et sur des stations-service à hydrogène. Et puis il alimentera aussi des clients industriels, parce que vous avez une plateforme industrielle autour du Havre, et il y a certains de nos clients qui vont consommer cet hydrogène renouvelable et bas carbone, et notamment dans le secteur du raffinage, par exemple. Donc je pense que c'est un des exemples assez concrets de ce qu'on fait. D'un premier pas de passage à l'échelle, on a besoin de ce passage à l'échelle là, qui va se faire quand même relativement rapidement, dans moins de 2 ans. Et je pense que ce passage à l'échelle, on en a besoin pour produire de l'hydrogène compétitif. Et puis ça se base aussi sur un des ingrédients, je pense, qui est indispensable, c'est cette approche aussi par bassin et par écosystème, le fait de cumuler des usages pour la mobilité et pour l'industrie, ça permet d'avoir plus de besoins, donc ça permet de faire des électrolyseurs plus gros, donc ça permet d'être plus compétitif. Et puis ça permet aussi pour des industriels de dérisquer les investissements, parce que chacune des industries a un certain nombre d'incertitudes, on en a parlé, on va en reparler. Et donc diversifier les usages et les consommateurs, ça permet aussi de dérisquer les investissements industriels. Donc ça, on pense que c'est effectivement une approche qui fonctionne. Et puis une dernière chose que j'ai pas dite, parce que on parlait de l'origine des électrolyseurs, où est-ce que c'est produit. Je peux pas ne pas mentionner que l'an dernier, on a inauguré à Berlin, avec Siemens Energy, une gigafactory de production d'électrolyseurs, donc européenne,
qui aura dès l'année prochaine une capacité de production de 3 gigawatts d'électrolyseurs. Et c'est effectivement ces électrolyseurs-là qu'on utilisera pour le projet Normandie. Donc c'est aussi une bonne illustration voilà, de ce début de passage à l'échelle. Est-ce que ce projet Normandie, il est dans l'agenda annoncé? Est-ce que vous avez toutes les conditions pour le mener à bien sans frein, ou est-ce qu'il manque encore des choses? Je crois que vous avez eu un soutien public assez conséquent sur ce projet, mais est-ce que ça suffit? Alors, c'était nécessaire. Alors oui, il va être mené à bien. Le chantier, il est en cours. Il suit son planning et il sera délivré, comme on le disait, en 2026. On a pris des engagements et on les tiendra aussi vis-à-vis de nos clients. Après, ce dont on a besoin pour ces projets-là et pour les suivants, c'est du soutien public, effectivement, et on en parlait juste avant. Il y a un autre facteur dont on n'a pas encore parlé, mais qui est évidemment déterminant, c'est l'accès à de l'électricité et à de l'énergie renouvelable et ou bas carbone, et d'avoir de la visibilité sur les conditions auxquelles on a accès à l'énergie sur du très long terme, parce que les investissements qu'on fait, on l'a annoncé l'an dernier, la Normandie, on est sur plusieurs centaines de millions d'euros, on investit sur du très long terme, et évidemment on a besoin d'avoir de la visibilité sur les conditions d'accès à l'électricité. C'est ça qui va déterminer une bonne partie du prix de l'hydrogène, et avoir cette visibilité-là et pouvoir transmettre cette visibilité à nos clients finaux, c'est aussi indispensable pour que ça se développe. Avec la mise en service de l'EPR de Flamanville 3, et la construction de 2 EPR à Penly, EDF vous fournit pas les garanties nécessaires pour avoir de l'électricité en volume et à un prix abordable? Je ne vais pas rentrer. Moi, je vois mes collègues qui sourient, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de discussion ou de ces sujets-là. Je ne suis pas non plus un expert, par ailleurs, des marchés de l'électricité. Sur la Normandie, ce que je peux dire, c'est qu'on va typiquement aussi sécuriser de l'électricité d'origine renouvelable. Donc ça, c'est des choses qui vont nous permettre d'avoir de la visibilité. Je pense que si on revient sur les objectifs pour la filière, je pense qu'on a besoin d'avoir un cadre et une structure pour tous les acteurs de la filière sur cet accès à l'énergie. Alors justement, quels sont les mécanismes de soutien à la production qui sont prévus en France pour que d'autres projets comme Normandie puissent se développer? Simon Pujosi, pardon. Oui, alors juste, je reviens sur le propos précédent, avant même de parler de soutien à la production. Il faut effectivement donner un cadre pour l'amont, c'est-à-dire l'approvisionnement électrique, qui va représenter à grande maille le coût de l'électricité, 70% du coût d'un projet, enfin de l'hydrogène qui est distribué à la fin. Et effectivement, ce sont des investissements absolument colossaux qui sont à prendre, et donc les acteurs ont besoin de visibilité à long terme. Pour ça, il y a plusieurs éléments, mais notamment pour s'approvisionner en électricité renouvelable sur le long terme, une réforme du système de régulation actuel des énergies renouvelables est absolument nécessaire, c'est-à-dire pour créer ce qu'on appelle un marché de Power Purchase Agreement, de contrat de gré à gré, qui soit liquide en France et compétitif. On n'a pas du tout ça aujourd'hui. C'est des propositions qui en plus allègent les finances publiques, le poids des énergies renouvelables sur les finances publiques, et ce sera discuté là dans les prochaines heures et projet de loi de finances. Voilà, cette grande réforme. Donc ça pour l'amont électrique qui dans tous les cas est nécessaire à long terme. Et ensuite sur les mécanismes de soutien à la production, on a celui qui était mentionné par Electrolyse, soutenir le déploiement d'1 gigawatt d'électrolyseurs à destination cette production d'usage industriel. Ce mécanisme serait doté de 4,2 milliards d'euros. Ça fait environ 1 an qu'il doit être lancé, et donc on attend son lancement aussi vite que possible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer juste un tout petit peu à quoi il ressemble, sans rentrer dans le détail, parce que je trouve que c'est assez technique, mais... Concrètement, il s'agit de faire des appels d'offres pour des projets qui seraient à destination de production d'hydrogène électrolytique, qui seraient à destination de l'industrie, et de leur offrir aux lauréats une subvention à la fois sur l'achat des électrolyseurs et sur le coût d'achat de l'électricité pour arriver à un niveau de l'électricité qui permet
grosso modo, d'avoir un hydrogène décarboné au même prix que l'hydrogène fossile aujourd'hui, et donc d'être compétitif sur cette première phase. Pour l'industrie, le coût de l'hydrogène fossile aujourd'hui, il tourne autour de combien, du coup? Peut-être Air Liquide pourrait mieux répondre, mais les cours du J'ai en gaz tête actuellement... entre 2,5 par kilo, parce qu'on Voilà, parle en kilos, mais 2,5-3, et ça va juste... Il y a deux variables en fait là-dessus. 2,5 ou 3 euros par kilo, moi je dirais. Ça dépend en fait de deux variables, à la fois le cours du gaz et le coût de la tonne de CO2 sur le marché carbone européen. Les deux étant assez bas actuellement. alors ça, c'est pour l'hydrogène à destination de la décarbonation de l'industrie et principalement les raffineries, hein. C'est les plus gros utilisateurs d'hydrogène aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est prévu comme soutien aux autres usages de l'hydrogène qui étaient prévus dans le plan, la mobilité lourde, voire les autres mobilités? Le premier élément, c'est qu'on attend toujours cette stratégie nationale révisée qui doit nous donner justement le cap et donc la vision, et donc quels futurs outils à la fois de soutien public, c'est-à-dire de la subvention, et de régulation on mettra en place pour atteindre ces objectifs qu'on se fixe à la fois dans l'industrie et dans la mobilité. La mise en place d'un dispositif qui existe déjà, à nouveau acronyme barbare, la TIRUERT, sera très important pour la mobilité. En quelques mots, ça correspond. Les distributeurs de carburant conventionnels ont des obligations d'utilisation d'un certain pourcentage d'énergie renouvelable, de distribution d'un certain pourcentage d'énergie renouvelable. Et s'ils n'atteignent pas ces objectifs, ils doivent s'acquitter d'une taxe qui est assez élevée. L'hydrogène va rentrer dans ces énergies renouvelables permettant l'atteinte de ces objectifs. Et si cet outil est bien conçu, ça doit permettre de réaliser un abattement sur le prix de l'hydrogène distribué à la pompe, un abattement durable et assez fort qui rend l'hydrogène tout simplement plus compétitif. Et là, tout l'enjeu, c'est, on en revient à cet enjeu de visibilité pour lancer des investissements, c'est comment est-ce qu'on conçoit un outil qui ne soit pas seulement quelque chose de fluctuant, qui va toujours permettre un abattement, mais on ne sait pas de combien et à quel horizon, mais qui permette vraiment aux acteurs de prévoir qu'ils pourront réaliser tel abattement sur 10 ans et donc réaliser leur business model à partir de ça. Bon. Alors, comme on peut le comprendre là, et comme le constate année après année l'Agence internationale de l'énergie qui fait des rapports hydrogène tous les ans, le dernier est paru il y a récemment, bon, cette absence de clarté et de visibilité réglementaire empêche le développement de la mobilité hydrogène. C'est notamment vrai en France. Malgré tout, la plateforme... le pôle véhicule du futur vient de publier, je crois que c'est la semaine dernière, un baromètre du déploiement de la mobilité hydrogène. Et alors, cocorico, la France est devenue premier marché européen pour les voitures. Alors après, il faut... voilà, pour les voitures hydrogènes. Il faut tempérer un tout petit peu parce que le parc mondial va atteindre juste 100 000 unités dans le monde. 100 000, c'est rien. Hein. Voilà. Ce succès français, en fait, il est principalement lié au succès de 2 flottes de taxis hydrogène qui ont été déployées à Paris. Je me tourne vers vous, Raphaël Pourret. Donc vous êtes directeur marketing, stratégie et communication de Forvia Hydrogène Solutions. Forvia, c'est ex-Forestier, équipementier automobile international bien connu. Alors, avant de rentrer dans le détail de la mobilité et du développement, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler comment Forvia est engagé dans le développement de cette filière hydrogène ? Merci. Bonjour à tous. Donc, l'histoire de Forvia avec l'hydrogène, elle commence en 2017. Elle commence en 2017 au moment où, dans le business group, ce qu'on appelle Clean Mobility, donc qui est en charge de la dépollution, de la production de systèmes de dépollution de moteurs thermiques, on a commencé à réfléchir activement à accompagner la transition vers une mobilité décarbonée. Donc, on a travaillé sur la pile à combustible, on a travaillé sur du système de stockage dès 2017 dans notre centre de développement dans le Doubs, à Bavans, une petite ville de 3000 habitants. Et donc c'est une histoire qui a commencé en interne, qui s'est développée avec l'investissement dans Symbio,
Symbio qui est un fabricant français de piles à combustible, donc pour lequel maintenant Forvia est actionnaire à hauteur d'un tiers. Voilà, avec Stellantis et Michelin. Et donc nous, aujourd'hui, en tant que Forvia en tant que tel, on a une offre de produits qui est axée sur le système de stockage hydrogène à monter dans les solutions de mobilité, quels que soient les segments, que ce soit du véhicule utilitaire léger, pour Ivia en particulier, ici donc la filière française, ou la mobilité lourde. Aujourd'hui, on a investi 450 millions à date pour le développement de la technologie hydrogène. Et on a donc un bel outil qui est un outil de développement et de production qui est localisé autour de la zone de Montbéliard. Donc on a notre centre d'excellence de développement à Bavandre, que je mentionnais tout à l'heure. Et puis on a notre usine pilote qui est à Langeois, donc aussi une petite ville autour de Montbéliard, qui a été inaugurée l'année dernière et qui a vocation à être l'usine pilote de toutes les technologies de production des systèmes de stockage hydrogène, avec une vision giga. On parle de vision puisque la réalité c'est qu'on n'en est pas encore là. Gigafactory de 2030. Et alors vos systèmes de stockage hydrogène, ils sont destinés à quel usage? C'est du stationnaire ou c'est que de la mobilité? Et quelle mobilité? Alors ils sont destinés à tous les usages, parce qu'effectivement il y a plusieurs marchés. Il y a un marché de la mobilité sur lequel on reviendra. Il y a aussi un marché du transport d'hydrogène entre la production et l'usage, qui peut être industriel ou le réseau de stations, qui nécessite du coup d'avoir des réservoirs qui soient homologués selon une procédure bien particulière. Donc on a une offre aujourd'hui qui est active sur ce secteur-là. Par contre, effectivement, si on parle ici, dans le cadre de cette discussion, c'est plutôt sur la mobilité. Et donc aujourd'hui, on est en série dans notre usine de Langeois pour des systèmes qui sont dédiés à la mobilité utilitaire léger, donc les camionnettes et vannes, donc en particulier le type de véhicule dont vous avez parlé en citant l'exemple de la flotte de taxis parisiens. Donc ce premier segment, c'est le premier segment qui a été lancé en Europe par des constructeurs européens en termes de mobilité hydrogène. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup de discussions en cours avec d'autres constructeurs sur la mobilité lourde en particulier, puisque comme dit tout à l'heure par mon collègue, la mobilité hydrogène sera une mobilité qui sera sur des usages particuliers, professionnels, à haute intensité, qui nécessite d'avoir un taux d'utilisation du véhicule élevé, donc des faibles temps de recharge et des kilométrages annuels qui vont être élevés. Donc on est vraiment sur le spectre haute intensité des usages. Alors, est-ce que Forvia aussi, vous constatez ce retard à l'allumage dans la mobilité? Puis comment est-ce que vous vous organisez pour y faire face Alors, le retard à l'allumage, on le constate avec des volumes prévisionnels en deçà de ceux qui étaient imaginés lorsqu'on a lancé l'usine. Donc effectivement, on voit ce retard sur le développement, le déploiement des flottes. On voit aussi un retard sur le lancement série grande échelle des solutions de mobilité hydrogène, en particulier pour la mobilité lourde. Donc ça, c'est quelque chose qu'on constate. Mais en parallèle, ce que l'on voit aussi, c'est que l'offre hydrogène ou la visibilité de l'offre hydrogène chez tous les acteurs de la filière mobilité n'a jamais été aussi visible. Il y a quelques semaines, on a été à l'IAA, qui est le show européen dédié à l'industrie du transport. Donc c'est un show que je fais depuis plusieurs années. C'était la première fois qu'il y avait autant de technologies hydrogène visibles sur l'ensemble des stands. Il y avait, je crois, 18 constructeurs ou entreprises rétrofitteurs. Là, je pense que je peux pas faire mieux. Il va falloir le monter parce qu'il est collé à mon menton. Donc. Ok, c'est bon. Et donc du coup, je disais, donc il y avait 18 à peu près OEM, constructeurs exposant des solutions de mobilité hydrogène, que ce soit via des piles à combustible ou que ce soit via des moteurs à combustion hydrogène, qui est une vraie tendance aujourd'hui pour la mobilité lourde, en particulier pour tout ce qui va être camion à usage spécifique, et certainement un relais plus court terme du transfert vers la mobilité lourde, vers la mobilité hydrogène, puisque une solution plus simple à implémenter, plus robuste et qui permet aussi aux constructeurs de réutiliser une partie de leurs assets, fabrication de powertrain, moteurs à combustion actuels. Donc on voit que ça bouge, qu'il y a énormément d'appétit pour la mobilité hydrogène, mais la conversion est encore difficile. Et on est vraiment dans cet enjeu de comment les constructeurs aujourd'hui qui supportent
une grande partie de l'objectif de décarbonation via les régulations européennes qui leur imposent d'avoir une flotte décarbonée dès 2025 à horizon de moins 15% pour la mobilité lourde, moins 45% en 2030. Donc ils ont cet enjeu important d'être capables de proposer une offre véhicule qui corresponde à la variété des usages professionnels. Mais en même temps, ils ont aussi le retour, c'est que aujourd'hui, l'infrastructure, la visibilité sur le prix de l'hydrogène ne sont pas suffisantes pour que le marché final, donc les opérateurs de flotte qui sont des industriels, qui sont des entreprises qui cherchent à avoir une vision long terme et à créer de la valeur, créer de la profitabilité pour un business, ils ont besoin d'avoir cette vision long terme qui leur permettra d'investir dans des flottes de mobilité hydrogène et de pouvoir construire un business model qui leur permette de créer de la valeur. Alors, avant d'aborder le sujet de la poule et l'œuf entre l'usage et les infrastructures de distribution, je voudrais juste, sur la mobilité lourde, on a le sentiment que les batteries, notamment pour les camions, reviennent en force. Enfin, la solution batterie, qui finalement ne serait pas forcément si lourde que ça et pourrait être adaptée. Et voilà. Et qu'il n'y aurait pas besoin de développer des solutions hydrogène. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous observez? Est-ce qu'il y a vraiment une place pour l'hydrogène sur la mobilité sur la route? On va le dire comme ça. Alors, c'est une question qui est intéressante parce qu'elle est à multiples lectures. En fait, donc comme je le disais tout à l'heure, les constructeurs, et je parle en mon nom, je ne suis pas représentant d'un constructeur, ont cette obligation de réduire les émissions de gaz de CO2 de l'ensemble des véhicules qu'ils vont vendre d'ici 2025-2030. Et donc, il y a un enjeu lié à leur capacité à vendre des véhicules avec la technologie qui est zéro emission déjà disponible. Donc la réalité, c'est que la technologie batterie, en tout cas pour les poids lourds, est déjà disponible. La plupart des constructeurs ont cette offre-là au catalogue. Cette offre, elle répond à une partie des usages. Donc tout ce qui va être usage avec des kilométrages quotidiens en dessous de 300 km, avec des usages à faible charge utiles sur le véhicule, le camion à batterie répondra très bien. Donc il y a un enjeu d'arriver à amorcer aussi le basculement de la filière pour que les constructeurs puissent d'ores et déjà vendre du véhicule zéro emission, confirmer leur trajectoire de réduction de CO2 et amorcer la transition diesel vers zéro emission. Donc beaucoup de communication agressive autour du camion batterie comme une solution réaliste et disponible, ce qui est vrai. Quand la réalité aussi, c'est qu'une partie des usages intensifs ne sera difficilement couverte par les solutions batterie. Et donc en parallèle, on a des discussions avec tous les constructeurs, ou quasi, autour de l'implémentation de solutions hydrogène. Peut-être un petit commentaire. Le présupposé, c'est d'avoir accès à l'électricité facilement partout. La France, c'est un peu une anomalie, j'allais dire, en Europe. Et on a de l'électricité à peu près où on veut, comme on veut. Mais quand il faut installer des chargeurs mégawatts en Allemagne, vous n'avez pas accès au réseau ou à des coûts très élevés. Et donc c'est super d'avoir un camion à batterie, mais si vous ne pouvez pas le charger, il ne vous sert à rien. Donc ça explique un peu la difficulté du marché des poids lourds à se structurer sur peut-être une solution. Il y aura peut-être plusieurs solutions. Le couteau suisse du véhicule diesel, c'était génial, mais demain, ça ne sera pas un couteau suisse, il aura plusieurs lames. Il y aura peut-être de l'électrique, il y aura sûrement de l'hydrogène, peut-être à moteur thermique ou à pile. Ça, c'est encore en train d'être regardé, mais c'est sûr qu'il n'y aura pas que de l'électrique du fait du réseau. Exactement. Je comprends votre impatience, mais on va y revenir. C'était Nicolas Champetier qui est PDG d'AIDA. C'était juste la vision constructeur en fait qui dit c'est pas aussi simple que ça la décarbonation. C'est pas je remplace une solution A par une solution unique B. Ça sera plusieurs solutions qui répondront. Alors on va exactement, revenir, et peut-être pour compléter, retour aussi sur cette vision à l'IA. La plupart des constructeurs montraient du BEV, donc du camion ou du véhicule batterie, montrer des solutions fuel cell hydrogène ou moteur à combustion hydrogène, mais aussi des e-fuels ou donc tout ce qui va être carburant de synthèse réalisé à partir de capture carbone. Donc on est vraiment sur une trajectoire multi-propositions qui devrait leur permettre de répondre aux multi-usages et à la grande complexité des missions et des profils d'utilisation dans le véhicule professionnel. Néanmoins, quel que soit le... Alors, c'est bien
une des problématiques pour développer une infrastructure de distribution d'hydrogène, c'est de savoir à qui on la destine, où on la met, voilà, et pour quel client. Depuis janvier 2024, Air Liquide est engagé avec Total Energy dans une co-entreprise pour le développement de stations hydrogène, justement. Elle s'appelle Teal Mobility. Alors, votre partenaire Total Energy et son PDG, Patrick Pouyanné, ne croit pas beaucoup au développement de l'hydrogène, ce qui est quand même... voilà. Il l'a dit, répété publiquement lors de au moins plusieurs auditions parlementaires. Est-ce que c'est aussi le cas d'Air Liquide? Voilà. Et comment vous gérez et développer ce réseau de stations? Augustin? Moi, je ne vais pas parler au nom des partenaires. Je pense que ce qu'il faut qu'on regarde, c'est ce qu'on fait. Et on a parlé de production d'hydrogène renouvelable et bas carbone. On va parler, il faut qu'on garde quand même du temps pour parler des usages, parce que c'est quand même aussi à la fin pour les usages qu'on fait tout ça. Entre la production et les usages, il faut amener en fait cet hydrogène jusqu'au véhicule. Et ça, c'est le maillon entre les deux, c'est les stations-service à hydrogène. Il y a deux exemples que je voudrais quand même évoquer. Le premier, c'est le réseau de stations en Île-de-France. Le public le sait peut-être ou pas. En Île-de-France, aujourd'hui, on a 10 stations à hydrogène qui fonctionnent et qui alimentent une flotte de quasiment 1000 véhicules. Et donc, c'est des véhicules qui ont une utilisation intensive, on en a déjà parlé. Et c'est par exemple des taxis. Quand vous êtes dans les rues de Paris, vous les avez sûrement vus, c'est notamment des taxis bleus électriques qui se repèrent assez facilement. J'en ai vu ce matin d'ailleurs dans les rues en arrivant ici. Et puis il y a aussi des véhicules utilitaires qui ont cet usage intensif, on en reparlera. Concrètement, ça veut dire qu'à Paris, en Île-de-France, il y a un plein à hydrogène qui est fait toutes les 3 minutes en ce moment. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un plein toutes les 3 minutes. Donc, on a un usage qui est existant. Ça se fait grâce à ce réseau de stations. La dynamique aussi, elle est intéressante. Cet été, on a servi et fourni plus d'hydrogène, 2 fois plus d'hydrogène qu'il y a un an. Donc, il y a une dynamique et une croissance de 100%. Donc, il y a des défis, on les a mentionnés, il y a des difficultés devant nous, mais il y a aussi des choses qui se font et qui existent. Ce réseau qui est... le réseau de notre partenaire iSetco c'en est une preuve qui fonctionne très bien. Derrière, j'allais dire en coulisses, ça fonctionne aussi parce qu'il y a une usine de production d'hydrogène, il y a une usine de remplissage des réservoirs dont on parlait tout à l'heure qui transporte l'hydrogène de la production jusqu'à ces stations-service. Il y a un pilotage de toute cette chaîne industrielle qui est fait depuis notre centre de contrôle des opérations. C'est une sorte de tour de contrôle où on regarde en temps réel où sont les réservoirs, où sont les niveaux des stocks, etc. Et ça nous permet en fait, ça nous a permis cet été d'avoir une fiabilité de fourniture de l'hydrogène de 100%. Mon message derrière, c'est de dire il y a un système et un écosystème qui marche en fait, de manière fiable, de manière industrielle. Et d'ailleurs, on a été partenaire de Paris 2024, on a passé un très bel été, notamment avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, où Toyota, qui était le partenaire mobilité, a mis 500 véhicules à disposition de Paris 2024, 500 véhicules à hydrogène, des bus et des camions, qu'on a fournis justement de manière extrêmement fiable. Et donc c'est vraiment un cas qu'on veut mettre en avant. Et ça marche parce que notamment on a réussi progressivement à aligner le développement de la production, donc la disponibilité de l'hydrogène, le développement progressif des stations à hydrogène et le développement progressif de la flotte de véhicules. Et ça permet en fait, quand toute la chaîne de l'écosystème est synchronisée, ça permet en fait de se développer de manière avec succès. Ça, c'est l'exemple d'iSetco, le réseau de stations en Île-de-France qui est existant. Et puis vous avez mentionné Teal Mobility, c'est effectivement une co-entreprise qu'on a créée avec Total Energy. Là, l'ambition, c'est d'avoir un réseau de stations service à hydrogène d'une centaine de stations pour les poids lourds dans les années qui arrivent. Donc là, les usages sont un peu différents. C'est
pour les camions, pour les poids lourds qui font des longues distances, etc. Ces stations, elles sont plutôt positionnées sur ce qu'on appelle les corridors européens, qui sont les grands axes routiers, autoroutiers sur lesquels les poids lourds circulent. Et ça aussi, là, il y a une ambition de 100 stations, mais c'est aussi une réalité. Aujourd'hui, il y en a une quinzaine, parce qu'il y a un héritage en fait, des deux partenaires, d'Air Liquide et de Total Energy, qui avaient déjà commencé le travail. Il y a une quinzaine de stations qui sont en opération. Il y en a 4 qui sont en construction, donc il y en aura une vingtaine d'ici la fin de l'année. Donc c'est aussi une réalité. Après, la vitesse, il y a aussi des défis. La vitesse à laquelle on passera de 20, enfin, TIL passera de 20 à 100, ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs, de la compétitivité de l'hydrogène qu'on sera capable de fournir, du cadre réglementaire qui sera donné, et puis aussi de la vitesse auquel les clients, les transporteurs, les logisticiens, etc., seront capables et incités à transitionner vers des véhicules à hydrogène. Est-ce que vous avez une idée de ce qui va rester de l'héritage justement de ce développement, cette flotte de 500 véhicules de Toyota pour les Jeux Olympiques? Qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'ils circulent toujours? Est-ce que du coup ça crée, notamment sur le volet véhicules utilitaires, ça amorce une dynamique pour développer une filière, parce que comme ça on va pouvoir faire le lien avec Avia. Très rapidement, nous on est super fiers, enfin moi je suis super fier qu'on ait été partenaire des supporters officiels en hydrogène de Paris 2024. Les Mirai, c'est des Toyota Mirai qui sont les véhicules qui ont été mis à disposition de Toyota à Paris 2024. Elles circulent encore, vous pouvez les voir, elles sont floquées Paris 2024. L'enjeu, c'est qu'il y a un héritage et ça a été un super coup d'accélérateur pour l'écosystème, parce qu'en fait, ça a accéléré la construction et le démarrage de ces stations. On a dit qu'on avait doublé en un an. Donc c'est grâce au jeu qu'on a pu doubler ce nombre de stations. Ces stations, c'est des stations définitives. Elles sont installées, elles sont fonctionnelles, donc ça, elles restent. Et puis les véhicules et la flotte de véhicules, l'ambition, c'est effectivement qu'elle intègre et qu'elle se rajoute à la flotte de taxis qui circulent déjà dans Paris. Et donc qu'on ait plus de 1000 véhicules qui circulent dans Paris à la fin de l'année. Donc c'est un héritage pérenne. Alors, vous avez juste mentionné des véhicules utilitaires. Il y en avait quelques-uns dans la flotte? Non. Ce qui a été mis par Toyota à Paris 2024, là on parle de 500 Mirai, donc c'est les véhicules taxis. Et il y avait aussi des bus à hydrogène. Il y a quelques bus à hydrogène qui ont circulé dans les rues de Paris pendant les Jeux. D'accord, merci beaucoup. Alors je me tourne vers vous, Nicolas Champetier, vous êtes directeur général d'Avia. Vous allez nous présenter Avia, c'est une co-entreprise de Renault et de l'America Plug. Et pour essayer de voir si effectivement il y a un marché pour développer des véhicules utilitaires à hydrogène. Puis on va reparler de la poule et de l'œuf. On va en reparler, oui. Bon, bonjour à tous. Donc Avia, c'est effectivement une co-entreprise qui a été créée il y a un peu plus de 3 ans, donc c'est assez jeune, entre 2 leaders mondiaux, Renault, leader du véhicule utilitaire, un des leaders du marché européen, et Plug Power à l'époque, qui s'appelait Plug Power, qui est une start-up américaine industrielle qui a une vingtaine d'années, qui est spécialisée, on va dire, dans la filière hydrogène, d'abord sur les piles à destination des matériels de manutention, en fait, dans les chariots, avec des entrepôts gigantesques aux États-Unis qui opèrent 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ce n'est pas le modèle européen, mais ça montre l'intensivité des usages. Et puis, ils ont développé ensuite le stockage, la production par électrolyse. Et donc, ces deux acteurs-là ont eu ensemble l'idée de se regrouper pour attaquer un marché des professionnels, en fait. Pourquoi? Parce que les usages intensifs, on les retrouve chez les particuliers dans le monde du taxi, on va être assez simple, et c'est à peu près tout. Et dans le monde professionnel, on ne s'attaque pas à la totalité du marché, on s'attaque à la partie qui est dite intensive. Celle qui veut opérer sans contrainte, sans limitation, de façon fluide, partout, tout le temps, jour et nuit, qu'il fasse froid, je parle pour les batteries, ou qu'il fasse chaud, ça ne change rien. Donc des gens qui veulent passer du diesel, qui était utilisé dans ses capacités maximales, à quelque chose qui peut le remplacer côte pour côte, on va dire. Donc ça, c'était l'intention. Alors, solution de mobilité, mais ce n'est pas suffisant. On a vu que la mobilité, c'est génial quand vous avez des routes et que vous pouvez vous recharger où vous voulez, quand vous voulez. Mais dès que vous avez quelque chose qui vous manque, eh ben c'est une purge. Pour ceux qui ont des véhicules électriques et qui circulent en France, même après 7 ou 8 ans d'électrification, vous voyez encore les difficultés quand vous n'avez pas accès à l'infrastructure. Eh ben, le monde de l'hydrogène, il n'y a pas d'infrastructure, si on résume, ou quasiment pas. Il y a l'écosystème parisien,
quelques stations en zone Rhône-Alpes, quelques stations disséminées, mais très peu utilisées. On a l'exemple de l'Allemagne, qui était un pays qui a pris très tôt cette orientation-là. Ils ont installé des stations, il n'y avait pas d'usagers. Toutes les stations sont en train de fermer et d'être remplacées par des stations peut-être un jour chargées pour les poids lourds. Donc il faut, comme on le disait, aligner la montée en puissance de la demande, donc les usages, et la montée en puissance de l'offre. Et donc IVIA travaille sur ce volet-là à sa petite échelle. Il est un acteur qui amène des solutions de recharge aux utilisateurs, qui amène de la mobilité décarbonée. Donc on veut de l'hydrogène bas carbone. On veut de l'hydrogène bas carbone pour être zéro émission, mais aussi considérer, on va dire, le cycle de vie complet. On ne va pas mettre de l'hydrogène carboné dans les voitures, c'est une hérésie. On veut passer au bas carbone. Et aujourd'hui, l'hydrogène bas carbone, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Comme on le disait, les gros sites de production sont en train de sortir de terre. Donc les 200 mégawatts, c'est ce qui sort déjà aux États-Unis depuis, on va dire, un an et demi. Ça commence à arriver en Europe. Et donc, comme la production, elle est mutualisée pour plusieurs usages, il faut que la distribution aussi, elle soit mutualisée pour plusieurs usages. On va y arriver là. Ouais, est-ce que vous pouvez rentrer un tout petit peu plus concret, parce que vous me disiez des solutions hydrogène. Alors c'est des vannes, c'est des utilitaires de gros gabarits. Ils sont produits où, voilà, et ça ressemble à. Alors c'est des utilitaires, les gros gabarits du marché, donc le Renault Master. Dans toutes ces configurations, vous savez, les utilitaires, c'est pas des véhicules particuliers. C'est la famille Barba-Papa. Il y a des cours longs carrés, des longs, des hauts, des planchers cabines, des bennes, des frigos. Mais enfin, il y a tout type d'usage. Évidemment, il y a les vannes classiques, les tollés qui servent à faire de la logistique intensive. Mais il y a beaucoup d'applications de maintenance sur site qui opèrent H24, de chantiers qui sont utilisés, des véhicules très transformés. Et donc ces utilisateurs-là, ils veulent de la puissance et de la disponibilité. Donc là, l'hydrogène, c'est la solution, très clairement. Le véhicule à batterie, il ne répond pas. Les utilisateurs ont fait déjà le constat. Il n'y répondra pas dans les 5 à 10 ans à venir, même avec les évolutions de technologie batterie. Donc l'hydrogène, alors bien malin celui qui peut dire quel sera le vainqueur s'il y en a un, entre le pile à hydrogène ou le thermique à hydrogène, il y aura peut-être les deux. Mais en tous les cas, l'hydrogène est une bonne solution pour ces usages intensifs et ces usagers intensifs. À part que, si j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit, les véhicules hydrogène, aujourd'hui, ils sont 3 fois plus chers qu'un véhicule thermique et 2 fois plus chers qu'un véhicule électrique. Comment est-ce que pouvez-vous faire une place ou développer un écosystème suffisant pour que ça devienne rentable ou compétitif? Oui. Alors, je vais revenir juste avant sur les volumes. 15 millions d'unités immatriculées en Europe pour les véhicules légers et véhicules particuliers. Ça, c'est les chiffres annuels. 884 unités immatriculées à fin août en fuel cell sur le marché européen. 884, donc c'est pas énorme. Et 600 à Paris. 600 à Paris, génial. Tout est à Paris, c'est vraiment bien. Mais ça montre à quel point le marché n'est pas parti, en fait. On est sur des niveaux très faibles. Et dans ces 600, moins de 200 utilitaires, pour que vous ayez les ordres de grandeur. Donc il n'y a pas de marché pour l'instant, donc il faut vraiment qu'on embraye. Et pourquoi on n'a pas de marché? Parce que les écosystèmes locaux comme le parisien, l'écosystème parisien, ils ne sont pas en place en fait. Il faut qu'on ait de la distribution localisée et mutualisée avec pas mal d'autres utilisateurs de la mobilité. Et ça, on peut y revenir. Oui. Et alors pourquoi ou comment est-ce que vous pourriez vous inspirer? Comment on peut baisser les prix? L'automobile, c'est un métier simple. C'est une industrie de volume. C'est comme la production d'hydrogène. On fait 200 mégawatts d'électrolyse pour avoir un prix au kilo qui soit compétitif. Si je fais un électrolyseur d'un mégawatt, un mégawatt, je produis très cher. Si je produis 200 mégawatts, je produis beaucoup moins cher. Si je fais 10 000 voitures par an, évidemment, mes prix de production sont beaucoup plus bas. Mes partenaires produisent de façon plus efficace, je produis de façon plus efficace. Donc il faut du volume. Alors on a démarré tous avec des ambitions raisonnables, peut-être un peu élevées, qui sont en train d'être retravaillées, mais on est dans une phase où on monte en puissance. Donc aujourd'hui, on a un site de production à Flins pour les systèmes piles qui est taillé pour faire des petites séries, on va dire. Hein, d'accord ? Donc on n'est pas encore sur... C'est quoi une petite série pour vous ? On parle de centaines d'unités par an. Voilà. Ce site-là, il est en train d'être transformé pour passer à 1 millier d'unités par an. Mais milliers d'unités par an pour le monde automobile, c'est pas la bonne échelle. Ça, c'est le poids lourd, ça. Le poids lourd, c'est 1000, 10 000. Allez. L'automobile, 10 000, c'est des petites séries. Il faut faire 100 000 si vous voulez être compétitif. Donc, comment on fait ? Il faut que le marché y croisse. Alors, c'est à nouveau la poule et l'œuf.
Il y avait l'histoire du prix de l'hydrogène pour développer la mobilité, mais il y a aussi les volumes qui font que... Donc il faut qu'on arrive à enclencher ce cercle vertueux. Sans contrainte, est-ce qu'on y arrivera? C'est pas évident. Sans contrainte pour les utilisateurs finaux. Alors, quel type de contrainte Je vous en cite une. Les Pays-Bas, ils sont peut-être un peu durs pour des Français. Si on met ça en place, je pense que ça ne marchera pas. Mais au 1er janvier 2025, aux Pays-Bas, quand vous achèterez un véhicule thermique, vous payerez une taxe qui compensera l'écart de prix avec le véhicule décarboné. En gros, 10 à 15 000 euros de pénalité. Donc le véhicule électrique, il est vendu 40 000 euros. Votre diesel, il était vendu 25 000 euros. Il sera vendu à 40 000 euros. Moi, je suis acheteur. Ça me rend le même service. En plus, je suis zéro émission. Qu'est-ce que je fais? Je bascule sur du zéro émission. Alors ça, c'est une façon d'encourager, d'inciter. Alors, est-ce que ça marcherait en France? On peut essayer, on verra, pas sûr. Mais enfin, il faut trouver des solutions. Et c'est une solution qui a coût zéro pour l'État. Quand on regarde nos États, ils ne sont pas riches. Quand on met beaucoup d'argent pour aider à l'achat, ce n'est pas durable. Et c'est difficilement soutenable pour nos États. Donc, je trouve que les Pays-Bas ont une approche assez constructive. On va regarder avec nos yeux intéressés, voir si ça fonctionne. Mais en tous les cas, c'est une façon d'encourager, d'inciter. Deuxième encouragement, vous êtes possesseur d'infrastructures de distribution d'essence. On vous oblige à avoir, 10% de votre parc qui distribue de l'énergie décarbonée, qu'elle soit électrique ou hydrogène. Voilà, c'est une deuxième façon d'amorcer la boucle du déploiement de la technologie. Sinon les distributeurs disent attendez, mettez vos bagnoles sur la route et puis nous, on mettra les stations. Et puis nous, on dit aux distributeurs, mettez l'hydrogène décarboné à disposition, puis on mettra les voitures. Et donc le client final, à la fin, il n'est pas idiot. Il dit, moi, vos histoires, vous les réglez entre vous, vous vous mettez d'accord, mais quand j'ai la voiture, je veux l'hydrogène à côté de mon site d'exploitation, à un prix que je maîtrise et qui est compétitif, et là, je peux opérer. Donc à la fin, la rationalité, c'est l'utilisateur final qui l'a. Alors, on voit certaines collectivités, alors on a le succès, mais qui est privé, des taxis hydrogène à Paris. Il y en a 2 compagnies qui ont développé du coup, en investissant tout l'écosystème qui va bien pour se développer. Est-ce que ce n'est pas réalisable aussi au niveau d'autres métropoles dont certaines sont déjà engagées dans la conversion de leurs véhicules utilitaires, bennes à ordures, bus éventuellement, donc qui sont obligés de développer aussi les infrastructures pour les alimenter, pour développer ces véhicules utilitaires, sachant que, sauf si ça a changé, dans la stratégie française hydrogène, les véhicules utilitaires ne faisaient pas partie des axes de développement. Dans celle révisée, c'est à peine mentionné. Je ne sais même pas si c'est dedans. Voilà, donc vous avez a priori pas de soutien public. Mutualiser la production pour tous les usages, c'est une bonne pratique. Mutualiser la distribution pour tous les usages de la mobilité. Et c'est là que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec des stations dédiées aux poids lourds. Ça marchera peut-être le long des autoroutes, mais dans le reste des pays, il faut des stations ouvertes à tous les usagers, qu'ils soient des autobus opérés localement, qu'ils soient des véhicules rétrofités par des acteurs français qui sont plutôt en pointe sur ce sujet-là, qu'ils soient des bennes ordures opérées localement, que ce soit des flottes de taxis ou que ce soit des flottes d'utilitaires. Il faut qu'ils puissent aller remplir leur réservoir au même endroit. Parce que sinon, on aura des infrastructures très dédiées. Alors, quand un marché est mature, ça marche. On distribue pour les poids lourds du gasoil avec des pompes spécifiques, mais c'est un marché ultra mature. Quand c'est un marché émergent, il faut penser collectif. Si on pense par appartement, par silo, on va tous se planter, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de poids lourds avant 2028-2030 sur la route, il faut quand même que tout le monde le sache. Donc vous aurez des belles stations, mais pas les poids lourds. Et si vous avez des stations qui sont ouvertes à tout le monde, elles marcheront beaucoup mieux. Juste là-dessus, l'exemple à nouveau, c'est un exemple, et l'enjeu maintenant, c'est de répliquer ça partout. Les stations à Paris, par exemple, pendant les Jeux, on avait des taxis, il y a des véhicules utilitaires, il y a des bus qui sont venus se recharger, et effectivement, c'est en jouant globalement collectif que ça va marcher. Alors, sur l'aspect géographique, vous en parliez, c'est important. L'exemple de Parisien, il montre qu'il faut fonctionner comme ça. Il faut penser métropole, parce que c'est là que les usages sont concentrés. On pense que c'est la bonne approche dans l'écosystème hydrogène. Et donc des métropoles ou des petites régions. Les Pays-Bas, c'est le parfait exemple d'une région bien maillée, qui a de l'hydrogène décarboné, des stations et des usages. Au niveau français, la vallée de la Seine, c'est une région où on pourra avoir accès à l'hydrogène et il y a des usagers.
de tous ordres. On va savoir développer. La région Rhône-Alpes, il y a déjà un réseau d'infrastructures, ça démarre, mais il n'y a pas encore beaucoup d'usages qui se sont mis en place. Il n'y en a pas encore assez. Donc il y a besoin de muscler la partie demande. La région Occitanie est une région aussi assez en pointe. La région Vendée, comme vous le savez, autour de l'AIF et d'un certain nombre d'écosystèmes. Donc ça fait 5-6 régions déjà qui peuvent partir, partant de l'exemple réussi de la région parisienne, et amener en même temps les usages et la production d'hydrogène décarboné. Alors, c'est pas si négatif que ça. Non, mais c'est à venir. Alors, combien de temps on va mettre pour faire ça? C'est ça la question. Si on met 3 ans, il y aura des morts. Si on met 12 mois, ça commence à être intelligent. Mais 3 ans, c'est beaucoup trop long. Et dans les 12 mois, là, par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, ils ont installé des stations. J'ai cru comprendre que tout n'était pas rose non plus. C'est des stations qui sont peu utilisées. Donc, l'exemple allemand est parlant. 10 ans de stations peu utilisées, c'est des stations peu disponibles, peu fiables. Il faut des utilisations intensives aussi des stations. D'abord pour que l'exploitant il gagne sa vie, qu'il puisse faire une maintenance propre et puis qu'elle fonctionne correctement. Donc il faut évidemment faire monter les deux à la fois. Donc on parlait du délai pour installer des électrolyseurs. C'est pas un site d'électrolyse, c'est pas 6 mois ou 12 mois. C'est 2 ans, 2 ans et demi. Donc il faut qu'on s'y prenne maintenant pour que dans 3 ans, la masse critique elle soit là. Mais d'ici là, il faut évidemment qu'on soutienne le marché, qu'on accompagne les utilisateurs qui sont convaincus par la techno. On a fait beaucoup d'essais avec eux, on a roulé, on les a accompagnés, ils sont tous emballés, mais ils veulent aligner toutes les planètes. Ils veulent les stations essence, enfin les stations hydrogène à côté de chez eux, ils veulent le prix de l'hydrogène qui va bien, ils veulent le prix du véhicule qui va bien. Donc, bon. Aidons la filière à développer ça, et ça s'adresse plutôt, j'allais dire, aux autorités françaises et européennes, parce qu'aujourd'hui c'est quand même n'importe quoi en Europe, c'est tout et n'importe quoi. Voilà. Alors la balle est dans le camp des États, si j'ai bien compris. Merci vraiment beaucoup à tous les quatre pour la richesse et la clarté de vos propos. J'espère que vous avez appris des choses. Et merci à vous pour votre attention. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne conférence. Au revoir.